Bonsoir, bonsoir, partagez les gars. Santé. Là, on va un peu s'amuser un petit peu. Non. Donc, on a bloqué le forum de Mathieu Youbi. Ah putain. Ah. Ça fait du bien, ça fait du bien. Partagez, partagez. Partagez. Ceux qui n'aiment pas réfléchir, là, c'est votre direct. Parce que je sais que quand je parle des philosophies, il y a des gens qui n'aiment pas réfléchir et ils ne se reconnaissent pas. Donc, partagez, partagez. Lisez la charte, hein, si le sujet vous intéresse. Vous restez, si ça vous intéresse pas, vous barrez. Ah, ah putain. Non, attendez, attendez. Donc, on a supprimé LCCLC. Ah, c'est pas possible. Et je suis sûr que comme d'habitude, on a déjà un coupable. Enfin, il n'y a même pas un suspect, c'est un coupable désigné. Partagez les bêtises. Invitez-moi les patriotes là. Qu'on débriefe un peu cette censure d'un censureur né et d'un propagateur de fausses, de fake news. Un des administrateurs de forum, comment on appelle ça déjà là? Un des opérateurs de forum les plus malhonnêtes qui soient. Non, 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 partagez les bêtises les gars, partagez les bêtises. Donc on est en plein direct, en pleine nature, donc vous pourriez contempler un petit peu la nature avec moi. Observez quand même comment c'est beau la Provence, hein. C'est beau la Provence. C'est beau, c'est beau. Ah là 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 là. Quand les Bamileke étaient ici en train de se réjouir qu'on supprime mes comptes, qu'on supprime mes pages. 300 000 abonnés. Capouche. À la vôtre. Ah putain. Ah, ah. Partagez, partagez donc. Partagez les bêtises. Sinon on arrête le live. Si vous ne partagez pas là, je recommence à la philo. Comme ça, ça va chasser les cons tout seul. Non, c'est ça, on sait déjà... Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. On a déjà un coupable. Évidemment que ça ne peut être que Paul Biya. Paul Biya a pris son téléphone, il a dit non. Il y a un forum là au Cameroun, j'ai failli ne jamais être élu. Vous voyez? C'est que Paul Biya, ça fait quand même... Je sais pas moi, ça fait... Ce forum à quel âge? 12 ans, 11 ans? Le forum a 11 ans. En fait, ça faisait 11 ans que Paul Biya ne dormait pas, quoi. Paul Biya avait du mal à dormir. Il restait comme ça, il dit, mais non, mais... C'est vrai, j'ai gagné l'élection présidentielle 2011, mais il y a un truc là, il y a un petit caillou dans ma chaussure. On dit, c'est quoi? Il dit, non, le forum LCCLC. Il dort. Il win l'élection de 2012. On dit, c'est comment? Pourquoi tu ne fêtes pas? Il dit, non, là, on n'est pas à la fête. Il y a un forum là. Hein? Bon, il a pris son téléphone, il a appelé Zuckerberg, il a demandé à Zuckerberg de supprimer, ça va de soi. Ça va de soi. C'est des méthodes qui ne sont pas celles des talibans, bien sûr. Les talibans ne connaissent pas la censure, ben non. Mais non, les talibans, ils ne connaissent pas la censure. Ils la découvrent. Ah, les pauvres. Ces démocrates que sont les talibans. Ces démocrates. La censure, ils ne connaissent pas. Ils la découvrent. Ah, Socrate disait, connais-toi toi-même. Bonsoir, mec, comment vas-tu? Je disais en fait qu'on a enfin... Facebook, dans sa malhonnêteté habituelle, a enfin fait quelque chose de correct. Il y a un forum qui a été supprimé, le forum le plus grand propagateur de haine. Parce qu'il faut savoir que si on a commencé à avoir des violences tribales sur Facebook, moi j'ai assisté à ça en première loge. Hein. Moi j'ai vu un forum qui était... C'est-à-dire que quand vous arrivez dans ce forum, le fait que vous publiez un texte empreint d'intelligence, quand je dis empreinte d'intelligence, ça ne veut pas dire citant des références à la con. Ça, c'est la culture. On confond souvent la culture à l'intelligence. Quelqu'un de cultivé n'est pas forcément intelligent. Je parle de quand vous construisez un raisonnement pour aboutir à une conclusion. C'est là-dessus qu'on voit l'intelligence. Hein. L'intelligence, c'est la capacité à construire un raisonnement pour faire face à une problématique. Pour comprendre une problématique et y apporter des solutions. Ah, ils ont rétabli le forum? Non. Ils ont rétabli le forum? Non, mais de toute façon, attends, mais c'est quoi cette histoire-là? Il y a tellement...
il y a tellement de forums LCCLC. Faut pas faire attention. Il y a tellement de forums. Il y a tellement de forums LCCLC. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, il faut être cohérent. En admettant même d'ailleurs que le forum eût été rétabli. Bah, vous vous doutez bien que si le forum est supprimé sur demande de Paul Biya, vous pouvez toujours courir, il ne sera pas rétabli. Donc si le forum est rétabli, à ce moment-là, Paul Biya a droit à une lettre d'excuse. Il faut être honnête dans la vie. C'est-à-dire en fait que si vous accusez Paul Biya d'avoir fait quelque chose, et vous vous rendez compte que ce n'est pas lui, il faut avoir le courage et l'honnêteté de venir dire on s'est trompé. Ça c'est quelque chose qui n'est pas dans le disque dur du taliban. Le taliban il ne connaît pas. Il ne connaît pas admettre qu'il s'est planté. Et c'est dommage. Parce que les erreurs font partie de nous. Moi, Serge Anango, je suis ce que je suis parce que j'ai redoublé la 5e. Je ne peux pas, dans mon histoire, choisir d'effacer la 5e que j'ai redoublée. Je suis le bel homme que je suis, mais parce qu'il y a des nanas qui m'ont aussi barré les lasses dans la vie. C'est comme ça. On est ce qu'on est de par nos succès et de par nos échecs. On est ce qu'on est. Donc, celui qui balance une fake news là, allez, Mike, bloqué. Voilà, fake news. Merci d'avoir corrigé... merci d'avoir corrigé cela. Non, le forum, je pense que j'ai regardé il y a quelques heures, il y a quelques minutes. Il y a quelqu'un qui dit qu'un Ango n'a pas le même Facebook. Apparemment, je suis sous. Qu'est-ce que tu racontes? Moi, j'ai vu un post de Mathieu Youbi disant qu'on a supprimé son forum. Qu'est-ce que je te dis? Mais vous êtes normaux souvent dans vos têtes. Mais vous voyez, en fait, c'est pour ça que j'ai fait un post tout à l'heure. J'ai fait un post tout à l'heure, en fait, pour vous expliquer pourquoi vous n'êtes pas des hommes libres. Vous n'êtes pas des hommes libres parce que vous ne savez pas déjà comprendre le monde tel qu'il est. Vous ne savez pas faire face à la vérité. Et quand vous n'êtes pas capable de faire face à la vérité, vous ne pouvez pas être libre. Ce n'est pas Serge Anango qui le dit, c'est Spinoza qui le dit, qui est un grand philosophe, qui est un des philosophes les plus colosses. Parce que c'est le premier philosophe qui a réécrit la définition de Dieu. La plupart des philosophes, que ce soit Platon, Aristote, même Descartes d'ailleurs, qui est un cartésien, essayaient d'expliquer Dieu en partant sur la conception religieuse. Le premier gars qui s'est attaqué à la vraie définition, qui a essayé de redéfinir Dieu, c'est Spinoza. Et Spinoza vous dit que vous ne pouvez pas être libre si vous ne savez pas faire face à la vérité. Vous n'êtes pas libre de dire ce qui vous arrange. Vous n'êtes pas libre de modifier la vérité. D'ailleurs, je vais lire le post là. Tenez, je vais le lire. Moi, j'aime bien lire, moi. C'est temps pour vous de partager. Je vais vous lire ça parce que je trouve qu'il n'est pas inintéressant. Je trouve que ce n'est pas inintéressant de vous lire, vu que vous n'aimez pas la lecture. Voilà, donc c'est un post que j'ai fait tout à l'heure sur mon mur, sur ma page, pardon, que j'ai intitulé « La liberté de l'action ». L'action dans la joie, c'est l'action dans la conscience de ce qui est. Est-ce que vous partagez même là? Putain, vous avez vu comment on est dans la nature, hein? On est accompagné, on est avec des amis en fait. Donc je recommence. Hein? L'action dans la joie, c'est l'action dans la conscience que ce qui est ne peut être que ce qui est. Je recommence. L'action dans la conscience, c'est l'action dans la conscience que ce qui est ne peut être que ce qui est. C'est-à-dire que affirmer le contraire de quelque chose qui est ne changera jamais l'état des choses. Vous voyez, c'est le fort des talibans. C'est à chaque fois répéter une connerie qui ne correspond à rien, en espérant peut-être que le bon Dieu passera par là et que ça aura une autre définition. Et la liberté existe. Parce qu'il faut savoir que le concept de la liberté est totalement différent chez un philosophe que chez un autre. Hein. Là où Descartes considère que la liberté est d'emblée, que la liberté est acquise, en raison de son fameux libre arbitre, hein, du corpus cartésien, eh bien, Spinoza remet tout ça en cause, en disant que la liberté n'est qu'une illusion. Et donc, c'est important. Et moi, je suis beaucoup plus proche de la définition de la liberté selon Spinoza que selon Descartes. Et donc, c'est pour ça que j'ai pondu ce texte. Et la liberté n'existe que parce qu'elle est... La liberté existe parce que la liberté n'est pas le pouvoir d'indétermination. Parce que si on a un libre arbitre, c'est-à-dire que la capacité de l'esprit de se déconnecter de la matière, eh bien, on peut considérer qu'on est libre. On est libre de faire ce qu'on veut, indépendamment de toute action externe. Eh bien, Spinoza n'est pas d'accord. Spinoza pense que la liberté existe parce que la liberté n'est pas le pouvoir d'indétermination. L'indétermination, c'est le fait de s'extraire
des déterminations physiques, des lois des déterminations physiques. C'est le fait de pouvoir agir sans action externe. Par exemple, le mouvement d'une voiture est déterministe. Il est déterminé par l'énergie que le carburant transmet au moteur et par la rotation du moteur. Donc le mouvement est déterminé. Il est aussi déterminé par la façon dont nous conduisons la voiture. Donc c'est un mouvement totalement déterminé. La voiture n'a pas de libre arbitre. Le comportement d'une voiture est entièrement déterminé par plusieurs actions qui ne dépendent pas de la voiture. Et donc, c'est le pouvoir, la liberté, c'est le pouvoir de comprendre que tout est déterminé. Donc, faisant ici appel à la causalité, puisque la détermination, ça fait appel à la causalité, et que partant de ce principe, il est possible de comprendre tout ce qui est et d'agir en comprenant ce qui est. Donc, partant du principe de la causalité, il est possible de comprendre tout ce qui est. Et agir en comprenant ce qui est, c'est agir en étant libre. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas déjà ce qu'est l'essence de ton combat pour aller chasser Paul Biya, tu n'es pas libre dans ton combat. Tu es prisonnier de ton combat. Et Spinoza te dit en fait que la meilleure façon d'agir libre, c'est agir en comprenant ce qui est et en acceptant que ce qui est ne peut être que ce qui est. Oui, chez les stoïciens, la liberté est liée à la raison. La liberté est liée au cerveau. C'est-à-dire le pouvoir de compréhension de ce qui est, c'est-à-dire de l'état des choses. Par exemple, vous n'êtes pas libre de dire que 1 plus 1 égale 3. Vous n'êtes pas libre de dire qu'un Bamileke est un être humain comme un autre. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes obligé d'accepter que 1 plus 1 égale 2. On ne vous demande pas votre avis. Elle s'impose à vous. Vous êtes obligé d'accepter qu'un Bamileke est un sous-homme. Vous n'êtes pas libre de dire le contraire. Acceptez par exemple, vous devez accepter que Paul Biya n'est pas la cause de vos ennuis, qu'il n'est pour rien dans vos idioties. Que ni lui, pas plus que Maurice Kamto, ne vous sortira de votre torpeur. C'est vos cerveaux, vous devez accepter que si le Cameroun est sale, c'est à cause de vos cerveaux. Que si vous n'êtes pas foutu de viser correctement le trou des toilettes, ce n'est pas la faute de quelqu'un d'autre. C'est entièrement déterminé par vous-même. Agir libre, c'est accepter cela. C'est accepter qu'on est d'abord responsable de ce qu'on est. Et d'ailleurs, ça rejoint l'existentialisme de Jean-Paul Sartre. C'est-à-dire que nous définissons notre existence de par nos actions. C'est ce que dit Jean-Paul Sartre. C'est le contraire de l'essentialisme des Africains qui veulent dire en fait qu'on est ce que nos cultures ont voulu définir étant donné qu'on ne peut rien y changer. Donc, si vous n'arrivez pas à viser le trou des toilettes, c'est d'abord de votre faute. Et le nier vous rend prisonnier. Le nier vous empêche d'être libre. Vous ne pouvez pas être libre en le niant. Vous ne pouvez pas être libre en disant que 1 plus 1 égale 3. Vous ne pouvez pas être libre en disant que Maurice Kamto a la solution de tout le désastre camerounais. Vous ne pouvez pas être libre en disant que c'est Paul Biya la cause de tous les ennuis au Cameroun. Vous ne pouvez pas être libre. Cette acceptation est-elle coûteuse pour vous? Normalement, non. Elle devrait s'imposer à vous. Elle n'amoindrirait pas ce que les Bamileke sont. En fait, les Bamileke sont presque des animaux. C'est-à-dire que le dire ne change rien à l'état des Bamileke. C'est ce qui est. Les Bamileke sont des animaux. Ils sont des sous-hommes. Que je le dise ou non, ça ne changera absolument rien. Donc, ça n'affecte pas la réalité que de le dire. C'est juste un fait. C'est une réalité qui s'impose à nous. Le Bamileke n'est pas un être humain comme un autre. Le Bamileke, c'est un être humain qui a beaucoup de déficiences mentales. Il n'a pas la même aptitude intellectuelle qu'un autre être humain. Le Bamileke, en fait, c'est la limite inférieure de ce que nous pouvons trouver d'être humain. C'est-à-dire qu'après, le Bamileke, c'est l'animal. Et ça, le dire n'enlève rien à la qualité du Bamileke. Ça ne diminue en rien le Bamileke. Est-ce que ça touche à son orgueil? Peut-être à travers de l'ego. Mais ça ne devrait pas. Parce que la vérité ne devrait ni atteindre la passion, ni l'affection. Ça ne devrait pas. On est d'accord qu'admettre que 1 plus 1 égale 2 et que le Bamileke est un porc, c'est finalement se donner plus de liberté que de vouloir forcer que 2 plus 2 égale 5
ou forcer qu'un Bamileke a un cerveau d'être humain. Le Bamileke peut toujours croire qu'il est le plus intelligent du Cameroun. Il sera rattrapé par les lois de la matière. Elle s'impose à nous. L'univers étant la matière, l'univers étant régi par des lois de causalité. Les êtres humains font partie de cet univers. Les êtres humains font partie de cet univers. Et donc sont donc régis par les lois de causalité auxquelles sont soumis l'univers. Évidemment, le Bamileke, c'est le seul être humain, animal, à penser, qui ait des choses et qui puisse modifier ces lois. Par exemple, la sorcellerie, les traditions, le famla, des conneries comme ça. On peut croire le contraire d'une chose qui s'impose à nous. Ça nous posera des problèmes. Nous ne sommes pas libres de faire disparaître la gravité, par exemple, au travers des avions de nuit, ce qui est légion chez les Bamileke. Nous ne sommes pas libres de remettre en cause le théorème de Pythagore. On peut essayer de le nier, mais ça s'impose à nous. Le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle sera toujours égal à la somme du carré des deux autres côtés. C'est une réalité qui s'impose à nous. On peut la nier, mais ça ne change absolument rien. Si vous acceptez la gravité comme vous acceptez la mort, qu'à un moment on mourra, c'est dans l'ordre des choses, lors de la connexion des choses. On peut pourtant la nier, mais si nous l'acceptons, la peur de la mort disparaît. On cesse d'être asservi par la peur de la mort. À ce moment, on est un homme libre. C'est parce que je n'ai pas peur de la mort. Que n'importe quel crétin qui me donne rendez-vous, je peux relever le défi et y aller seul. Parce que je suis un homme libre. Je suis un homme libre. Je suis dans un environnement où je suis libre. Et ne pas être libre, c'est être débarrassé de toutes ces... Être libre, c'est être débarrassé de toutes ces peurs. La raison nous libère de nos passions. Elle nous libère de tout ce qui nous fait refuser le réel. Car nous sommes très forts pour refuser ce qui est, c'est-à-dire le réel. Trop forts pour refuser le réel et trouver des coupables. Être stoïcien, c'est ne pas être fataliste, c'est-à-dire accepter que tout y est et ne rien faire. Être stoïcien, c'est comprendre ce qui est. Et que ce qui est a raison d'être, a des causes. Des causes de ce qui régit, des causes qui sont les mêmes qui régissent notre monde. On peut comprendre. Et lorsqu'on comprend, on franchit le pas vers la liberté. Franchement, si vous arrivez à cette étape de votre vie, vous allez ressentir un plaisir immense. Je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un pasteur. Je suis simplement quelqu'un qui a une qualité de vie que j'essaie de transmettre aux autres. Ce qui marche pour moi peut marcher pour vous, puisque, comme je vous ai dit, je suis un système entièrement déterministe, c'est-à-dire que j'obéis aux lois de la nature. Je ne m'extrais d'aucune loi. Ce qui est donc valable pour moi peut être valable pour un autre. Celui qui pense qu'il est un extraterrestre, c'est un abruti. Parce qu'il voudrait s'extraire des lois de la détermination humaine, des lois de la causalité, du principe même de la causalité. L'homme libre est celui qui, par un travail de la raison, n'est plus soumis à ses peurs, n'est plus soumis à ses passions. Libre est l'homme qui agit conformément à la raison, car en le faisant, on peut s'extraire de nos passions. On n'est pas libre de vouloir forcer qu'un laveur des assiettes dépasse un ingénieur. On ne peut pas. Vouloir imposer cette réalité, c'est perdre même sa liberté. Vous êtes obligé de faire avec. On vit dans un monde où un ingénieur, que vous le détestiez ou non, dépassera toujours un laveur d'assiettes, que vous l'aimez ou non. Parce que lorsque vous induisez de la passion, vous y introduisez de l'horreur. Donc, ce n'est pas affirmer un mensonge 150 fois qui le transforme en vérité. Quand on supprime votre groupe, il convient d'avoir un regard stoïcien de la situation. À savoir, qu'est-ce qui dépendait de nous et qu'est-ce qui ne dépendait pas de nous. Ce qui ne dépendait pas de nous, c'est le fait que le forum soit supprimé, parce qu'évidemment, c'est Facebook qui l'a supprimé, ou rétabli. En tout cas, ça ne dépend pas de nous. En revanche, ce qui dépend de nous, c'est la ligne éditoriale. C'est les raisons qu'on peut bien donner à Facebook de supprimer nos pages ou nos murs. C'est ce qui dépend entièrement de nous. Ainsi consacré, donc il convient d'abord de s'intéresser à ce qui dépend de vous. En admettant même que c'est Paul Biya qui a fait supprimer votre page. Pensez-vous que vous aviez les moyens de vous y opposer?
À l'évidence, non. En revanche, qu'est-ce que vous auriez pu faire pour que Paul ne supprime pas votre page? C'est là-dessus qu'il faut... Désolé, j'ai eu un appel. Hein. Désolé, j'ai eu un appel. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Écho, écho, écho. Voilà, donc j'étais... si le forum a été, comment dirais-je... Voilà, Mireille Zindi, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire que la théorie, c'est de penser qu'ils sont suffisamment une menace. Même moi-même qui suis attaqué sur Facebook, je ne suis même pas Paul Biya. Je suis juste un petit gars. Même moi, je n'ai jamais signalé la moindre page. Vous pensez que c'est Paul Biya qui va aller attaquer une page? Je vous ai dit, quand vous mentez sur une personne, pour que ça ait des effets sur cette personne, il faudrait que cette personne soit d'abord bien petite dans sa tête. En réalité, vous pouvez calomnier Paul Biya tant que vous voulez, c'est quelqu'un qui a un état d'esprit de malade. C'est-à-dire que peu de Camerounais sont capables d'avoir ce détachement-là, ce détachement qu'il a de tout ce qu'on peut raconter sur lui. C'est incroyable. Moi, ça m'impressionne parce que je me reconnais en lui. C'est-à-dire qu'avoir un détachement, Paul Biya, ce n'est pas quelqu'un qui va s'énerver parce qu'on a dit des bêtises sur lui. Voilà quand même un président qu'on insulte sur les plateaux au Cameroun. Il n'arrête personne. Vous êtes là tous les jours en train de dire que Biya va arrêter les gens. Vous êtes là tous les jours pour dire que Biya va arrêter les gens. Mais pourquoi Biya arrêterait les gens? Qui a déjà été arrêté par Biya parce qu'il a insulté Paul Biya? Moi, je vous pose la question. Qui a déjà été arrêté au Cameroun? Il y a eu souvent des censures au Cameroun, je le reconnais. Mais ça relève du zèle, en fait. Ça relève du zèle. C'est-à-dire que toutes les censures qu'on a eues au Cameroun, ça ne relève que du zèle, parfois d'un homme qui, en disgrâce, veut se faire remarquer. Ça relève du zèle. Faites attention avant de dire qu'LCCLC est revenu. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Sur Facebook, il y en a un paquet. Donc, je ne sais pas, je vais vérifier moi-même. Et puis après, on reviendra. Mais dans tous les cas, si LCCLC est revenu, c'est une bonne chose. Il faudrait donc que l'administrateur ait les couilles de rédiger une lettre d'excuse et de l'adresser à Paul Biya. Parce que c'est leur travail. C'est le travail de ces gens d'être dans l'accusation gratuite. C'est le travail de ces gens d'être dans une accusation purement gratuite. Si LCCLC est revenu, eh bien, il faudra adresser une lettre d'excuse à Paul Biya. Parce que si c'est Paul Biya qui avait fait censurer, eh bien, la décision aurait été irrévocable. Donc, si elle a été rétablie, ça veut dire qu'il y a eu un signalement, probablement même, plus probablement, c'est même plus vraisemblable que c'est d'autres talibans qui aient signalé cette page. Parce que c'est des méthodes de talibans. C'est des méthodes de talibans. Donc, c'est plus vraisemblable que le signalement de cette page provienne des talibans que de la part des sardinards. Et donc, si la page est de retour, c'est encore une bonne chose. Enfin, il faut savoir une chose, que dans toutes les situations, il y a une matière positive. Si on a supprimé la page, c'est une bonne chose, de mon point de vue à moi. Dans le sens que ça permet à ces gens férus, habitués à la censure, qui ont la censure chronique, de goûter à ce que c'est que la censure. Et si la page est rétablie, c'est aussi une bonne chose. Parce que ça permet pour une fois de les prendre à défaut dans leurs accusations mensongères. De dire qu'il ne faut plus les prendre au sérieux quand ils font des accusations à 2 balles. Donc dans tous les cas, que la page ait été supprimée, c'est une bonne chose. Que la page soit rétablie, c'est encore une bonne chose. Dans les 2 cas, je m'en sors grandi. C'est-à-dire que mes théories contre les Bamileke restent valables. À la fois, des Bamileke qui savent se plaindre dès lors qu'ils sont aussi censurés comme ils passent le temps à le faire. Des Bamileke qui sont prompts à accuser gratuitement, sans la moindre réflexion, sans le moindre recul. Comme ça. Et si la page est rétablie, ça les met à mal. Ça met leur mensonge à mal. Ça montre définitivement
que contrairement à leurs élucubrations, il n'y a pas de censure au Cameroun. Il y a des pages qui sont supprimées, même ma page est supprimée. Pourtant, il n'y a pas plus sardinat que moi en ce moment. Et ma page elle-même, elle est supprimée. Je suis sur une nouvelle page. C'est pour ça que vous voyez, les audiences sont souvent catastrophiques. C'est le fait que je perde des pages. Et que les gens aient du mal à trouver d'autres pages. Donc, si la page est rétablie, c'est une preuve. Déjà que, un, ce n'est pas Paul Biya, et de deux, que c'est des gens qui ont l'accusation hasardeuse. On ne peut donc pas imaginer un seul instant une justice aux mains de ces truands. Ce ne serait pas possible. Ce ne serait pas possible. Le système judiciaire camerounais aujourd'hui n'est perfectible, mais avec eux, il serait catastrophique. L'accusation gratuite et arbitraire. Si la page est rétablie, les voilà donc pris à défaut. Et si la page est supprimée, les voilà pris dans leur propre piège, qui est celui de la censure, de la lâcheté et du signalement. Donc, dans les deux cas, je m'en sors plutôt bien. Donc, Bobby Stuart, je pense que j'ai pas autre chose à rajouter, moi. J'ai pas autre chose à rajouter. Alors, alors. Bon, je m'en vais me servir un autre verre, j'arrive. Mon truc est là-bas. Attends, je vais me servir. Eh ben voilà. J'ai tout moi mes one short. J'ai mes one short. Ah. Alors, bon, les gars, je vais devoir vous laisser. Lucas Michel, c'est une blague, hein. C'est pour se foutre de la gueule des talibans qui très souvent n'ont pas souvent à dire. Donc, vous tombez tout le temps dans le piège de Maître Corbeau, c'est mon petit frère. Hein. Tiens, j'aimerais partager avec vous le petit temps qui me reste. Une dissertation philosophique que ma petite sœur m'a soumise il y a de cela une semaine.
Alors la question c'était, la philosophie peut-elle contribuer à l'éradication de la pandémie du Covid? Donc, vous voulez qu'on le balaye ensemble? Ceux qui sont chauds, envoyez les cœurs, vous balayez, vous levez le doigt. Levez le doigt et on la balaye ensemble. Ceux qui vont comprendre pourquoi la philosophie peut être utile à beaucoup de choses, y compris en période de pandémie. Bon, s'il n'y a pas de doigt levé, moi j'arrête le live. Moi c'était juste un court live. Je suis là en train de profiter de la nature. Regardez, là-bas vous avez les Alpes. Nous sommes en Provence, mais là c'est les Alpes, c'est la chaîne des Alpes que vous voyez au loin. Ma soumise after star, tu as raison. Je ne suis pas très fort dans la conjugation de verbe, dans la conjugation de verbe. J'ai souvent tendance à commettre beaucoup de fautes quand je parle, donc c'est pas grave, tu as raison, tu as raison. Autant pour moi. Autant pour moi. Mais comme vous avez constaté, si vous me connaissez, vous savez que j'accorde bien plus d'importance au raisonnement qu'à la cosmétique. Hein? Parce que Fameux Ndongo, c'est quelqu'un qui est très bon en cosmétique et qui en matière de raisonnement est nul. Donc voilà quoi. Donc tu as raison. Mais en fait pour moi c'est pas le plus nécessaire. Alors effectivement il y a des fautes grossières qui sont pas acceptables bien sûr. Mais moi j'ai toujours accordé de l'importance au raisonnement. Et j'ai très souvent constaté tout au long de ma vie que la plupart de ceux qui sont prompts à corriger des fautes de grammaire sont souvent ceux qui n'ont rien à redire dans le raisonnement. C'est des gens qui sont incapables de construire le raisonnement. Ils ont retenu la faute, la leçon de grammaire, d'orthographe et tout. Et en fait, en général, pour raisonner, tu ne les vois pas. Ils te font des raisonnements, tu as envie de les gifler, quoi. Donc c'est souvent parfois inquiétant. Mais en tout cas, ce n'est pas une raison pour commettre des fautes. Il faut simplement les admettre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'erreur fait partie de nous-mêmes. L'erreur, c'est nous. Et il est urgent de ne pas écarter les erreurs, mais de les accepter, de les intégrer à notre personne. Parce que le processus de notre personne passe par une succession d'erreurs. La vérité, elle ne se présente pas comme ça, facilement à nous. Elle est toujours, elle nous parvient toujours au terme d'une succession d'étapes contradictoires. Et donc, l'erreur, ce n'est pas forcément une bêtise. L'erreur, c'est simplement une compréhension partielle d'une chose. Et donc, il ne faut pas avoir peur de l'erreur. Il faut savoir l'admettre. Voilà. Non mais des fois, moi je cherche le fond. Le fond virtuel, le fond conceptuel ou bien le fond physique. Bah oui, en fait, faut pas avoir peur des erreurs, After. Comme je l'ai dit, les erreurs font partie de nous-mêmes. Bah, c'est parce que j'ai redoublé la 5e que je suis ce que je suis, par exemple. Moi, je n'ai redoublé qu'une classe dans ma vie, c'est la 5e. C'est parce que j'ai redoublé la 5e que je suis ce que je suis. À une époque de ma vie, j'écoutais à peine ce que disait mon père. Je ne faisais pas attention. J'étais dans mes débuts d'adolescence. Je me disais, mon papa, il veut faire le malin. Après tout, il a aussi eu une enfance, comme moi. Pourquoi pas? Je ne comprenais pas que mon papa essayait de me faire partager son expérience et sa compréhension du monde.
Je ne la comprenais pas. Lorsque j'ai redoublé la 5e, je suis devenu bien plus attentif à ce qu'il disait qu'à ce que moi je pensais. J'ai commencé à intégrer sa vision du monde. À savoir toujours faire d'abord ce qui est en notre pouvoir. Parce que quand j'ai redoublé la 5e, j'accusais mon professeur d'éducation civique. Il s'appelait Müller. Et mon papa m'a expliqué à moult reprises que oui, mais d'accord, mais il y a quand même le TM. Le TM, c'est le travail manuel. Comment tu expliques ta sous-moyenne là-bas? Je veux bien que tu aies redoublé parce que Müller t'a retiré beaucoup de points. Mais si tu as retiré beaucoup de points, c'est parce que tu lui en as donné l'occasion. C'est parce que tu as redoublé. Et si tu as redoublé, c'est bien qu'il n'est pas responsable de ton échec, mais c'est toi le responsable de l'échec. Et dans l'hypothèse où Müller serait le seul responsable de ton échec, ça supposerait que dans les autres matières, tu aurais cartonné. Or là, je n'étais pas fameux en mathématiques en 5e. Hein. Je n'étais pas fameux en mathématiques. Je n'étais pas non plus une flèche en français. J'étais bon en anglais, mais l'anglais c'était COF 3, tout dans le genre. Les mathématiques, comme je vous ai dit, c'était la catastrophe. La science naturelle, c'était la cata pour moi, donc je ne comprenais rien. Bref, j'étais vraiment un élève moyen, mais qui voulait utiliser le fait qu'on m'ait retiré quelques points pour justifier de mon échec. Et vous savez, cette étape de compréhension n'aurait pas été possible si je n'avais pas redoublé la 5e. C'est parce que j'ai redoublé la 5e que mon esprit s'est ouvert et a accédé à cette critique. Aux choses qui n'auraient pas été possibles, puisque j'étais dans une sorte de défiance vis-à-vis de mon père. Je considérais qu'il n'avait pas à me dire ce que je dois faire et que je n'étais plus un gamin. Je considérais qu'il est passé par là et qu'il doit me laisser passer par là aussi. Voilà. Mais mon échec en 5e m'a beaucoup aidé. Et donc, c'est pour ça que je dis que l'échec, ça fait partie de nous. Et l'échec, d'ailleurs, c'est d'ailleurs proprement la dialectique d'Hegel. Hein. Il a fallu que je redouble la 5e pour comprendre ce que c'est que l'échec. Ça aurait pu être dans une situation dramatique, mais dans ma vie, je considère que c'était nécessaire. Alors, évidemment, une expérience douloureuse. Elle n'est pas positive au moment où on en fait l'expérience. Elle n'est pas positive. Mais elle devient positive une fois qu'on est sorti de l'expérience et qu'on en a tiré des leçons. Et ça suppose une certaine humilité. Ça suppose une certaine humilité dans la capacité à se reconnaître comme être humain. Ça suppose une humilité d'accepter qu'on s'est trompé. Et ce n'est que lorsque nous acceptons qu'on s'est trompé qu'on est capable de tirer les erreurs de nos enseignements. Prenez par exemple les gars de la base. Pourquoi depuis 2 ans ils morflent? Et pourquoi sans prendre le moins de risques, ils sont capables de morfler comme ça ad vitam aeternam? Parce que c'est un processus qui s'auto-entretient. C'est une sorte, et d'ailleurs qui s'auto-entretient en s'aggravant. Hein. On appelle ça l'effet de rétroaction positive. On parle de rétroaction positive lorsqu'il s'agit d'un phénomène qui s'auto-entretient en s'aggravant. Les gars de la basse, ils s'auto-entretiennent et tous les jours, ils sont pires. Parce qu'ils n'ont pas la mesure de se poser à un moment donné, de dire « Nous avons pris une mauvaise direction. Nous avons mal défini les bases de notre combat et c'est ça qui nous perd. » S'ils étaient capables de se mettre dans cette position, dans cette posture, ils auraient gagné des leçons. Et vous savez en fait que Hegel nous dit souvent, parce que Hegel qu'est-ce que je raconte pas Hegel, Spinoza. Spinoza nous dit, Spinoza, vous savez que c'est le philosophe du déterminisme. C'est le philosophe qui, contrairement à Descartes, parce que Descartes, la philosophie de Descartes, est de dire que l'univers se divise en deux entités. Il y a ce qu'on appelle la pensée, qui est immatérielle, et l'étendue, qui est matérielle. Vous remarquez, comme je vous ai dit, Descartes, c'était un très grand philosophe, un très grand scientifique, mais qui n'avait pas eu le courage, pendant sa vie, de s'attaquer au dogme religieux. Il n'a pas eu le courage. D'ailleurs, Descartes, à une époque de sa vie, il a publié le traité pour le livre des Lumières, je crois. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle le livre. Le traité pour le livre des Lumières. Et dans ce traité,
il épousait la vision copernicienne de l'univers, c'est-à-dire cette vision héliocentrique, la vision qui veut que la Terre ne soit pas le centre de l'univers, et que le Soleil même ne soit pas le centre de l'univers, mais que la Terre soit le centre, que le Soleil soit le centre du système solaire. Donc, il a fait des travaux en astronomie qui rejoignaient la thèse de Copernic, et donc qui entrait en contradiction avec la thèse de Ptolémée. Parce qu'il faut savoir qu'avant Copernic, c'est pour ça qu'on a parlé des révolutions coperniciennes, avant Copernic, Ptolémée avait une vision de l'univers géocentrique. Et cette vision épousait celle qui était dans le Premier Testament, je crois. C'était la vision géocentrique de l'univers. C'est-à-dire que un univers fini, en fait. C'est-à-dire que la vision de Ptolémée, c'était de dire que l'univers, il est fini. Voilà. C'était de dire que l'univers est fini. Et Copernic, c'est celui qui révolutionne, en fait, la vision de l'univers. Et ça n'a pas été facile. Parce que Copernic, quand il vient expliquer que, ah bah, les gars, vous êtes complètement à côté de la plaque depuis des années, hein. C'est la Terre qui tourne autour du Soleil, les gars. Il faut arrêter de fumer. Bah, on a censuré le livre de Copernic. Hein. Copernic, quand il a voulu... excusez-moi, j'ai eu un appel. Donc, quand Copernic l'a dit, on a censuré les écrits de Copernic. Il n'a pas été publié au moment où il a écrit. Eh bien, quelques temps après, il y a un autre ingénieur, il y a un autre savant, Galilée, qui, après ses observations, arrive à la même conclusion que Copernic. Hein. Galilée, Kepler, ils arrivent tous à la même conclusion que Copernic, à savoir le système solaire, il est héliocentrique, il n'est pas géocentrique, c'est-à-dire qu'il est centré sur le Soleil, parce qu'hélios, c'est le Soleil, hein, et géo, c'est la Terre. Et donc, il n'est pas centré sur la Terre, mais il est centré sur le Soleil. Bah, il constate, Galilée a quand même subi un procès où il a été condamné à vie. Et lorsqu'il a été condamné à vie, heureusement que le Vatican, quand même, à l'époque, il y a quand même des gars au Vatican qui étaient quand même un peu dubitatifs et se sont dit on va quand même pas mettre un innocent en prison. Ça ferait quand même des comptes à rendre à Dieu. Et donc ils ont décidé en fait de commuer la peine de Galilée en résidence à vie, en assignation à résidence. Donc Galilée a été assigné à résidence. Et c'est donc dans ce contexte que Descartes, lorsqu'il veut publier son traité pour le monde des Lumières, eh bien il se rend compte que Galilée a galéré quand même, que Galilée a été condamné, que Copernic a été censuré et que Kepler a eu quelques problèmes. Le gars se dit, bon, hey, j'ai pas trop envie de prendre des risques. Hein. Donc il dit, bon, attendez les gars, oula, attends, c'est brûlant là. Il n'a pas publié. Il n'a pas publié. Et donc il n'a pas eu le courage. Donc Descartes est quand même un de ces philosophes là, qui bien que très cartésien, n'avait pas voulu remettre en question la vision chrétienne de l'univers. En fait, Descartes n'est qu'un descendant d'Aristote. C'est-à-dire que c'est Aristote qui disait qu'il y a l'au-delà, l'ici-bas. Bah, l'ici-bas, c'est tout ce qui est matériel. C'est la plaine que je vois en face de moi, ce local à transformateur qui est là, cet arbre, moi-même, ce bruit des cigales. Ça, c'est Aristote. Et Descartes, il est descendant d'Aristote, puisqu'il perpétue cette pensée qui sépare clairement, de façon claire, j'ai envie de dire de séparer de façon claire, clairement de façon claire, une sorte de tautologie, mais qui distingue clairement l'étendue de la matière, c'est-à-dire l'étendue de la pensée, c'est-à-dire la matière du spirituel. Et Spinoza, c'est quand même un des gros costauds qui s'est attaqué à ça en premier. Et c'est dans la raison pour laquelle il a redéfini Dieu. Et il a redéfini Dieu, pas nécessairement, parce qu'il n'a jamais rejeté Dieu, Spinoza. Mais il a redéfini dans son œuvre qui a été publiée 2 ans après sa mort, parce qu'il n'avait pas le courage de le publier avant sa mort, parce que c'était quand même chaud à l'époque. Hein. Ne voyez pas, c'était quand même chaud à l'époque. Je tiens quand même à vous rappeler que Spinoza a été poignardé quand même. Hein. Il a été poignardé par un assaillant. Il était juif. Il a été excommunié de la religion juive, de par ses positions, justement. C'est-à-dire qu'il ne remettait pas en question Dieu, mais il remettait en question la définition de Dieu. Et comme par hasard, il y a tué les fanatiques. C'est-à-dire que Spinoza a été poignardé, a subi une tentative de poignard. Hein. Il a subi une tentative d'assassinat, donc il a fait l'objet d'un attentat. Et d'ailleurs, la veste que son assaillant avait blessée, il a gardé à vie. Hein. Il a gardé à vie jusqu'à la fin de ses jours. Et
pour ses positions. Donc, quand vous voyez qu'un salopard m'a donné rendez-vous dans une gare en raison de mes positions, comment voulez-vous que ça me surprenne? Qui suis-je? Si les gens comme Spinoza ont été attaqués, si les gens comme Galilée ont fait l'objet des procès parce qu'ils ont dit la vérité, parce qu'il faut savoir qu'ils ont dit la vérité. Et la vision quand même de Spinoza, il met quand même le doigt sur quelque chose. À l'époque, c'est quand même inacceptable. Parce que la vision de Spinoza fait directement obstacle à la notion de libre arbitre de Descartes. C'est-à-dire son corpus cartésien, sa notion de libre arbitre, qui consiste à dire en fait que la volonté se définit indépendamment de toute action extérieure. Et c'est d'ailleurs partant de là que Descartes a fait son fameux « je pense donc je suis ». C'est d'ailleurs parce que Descartes ne sait pas clairement les deux qu'il en est arrivé. En fait, on entend souvent les gens dire répéter la phrase de Descartes « je pense donc je suis ». Comment Descartes en arrive à cette phrase? Descartes simplement se dit « comment nous savons que nous sommes en vie ?» Nous le savons de par nos sens. Je sais que je suis en vie parce que je peux me toucher là. Je sais que je suis en vie parce que j'entends le bruit des cigales. Je sais que je suis en vie parce que s'il y a une odeur pestilentielle près de moi, je vais la sentir. Je sais que je suis en vie parce que je peux écouter la musique, parce que je vois ces arbres, je vois la chaîne montagneuse qui est en face de moi, je vois ce local transformateur qui a été mis là et qui gâche un peu le décor, il faut le dire. Mais est-ce que ça ne nous est pas souvent arrivé que nos sens nous jouent des sales tours? C'est ce que Descartes il se dit. Il dit, mais si nos sens, c'est déjà arrivé par exemple que after tear ait l'impression qu'on est en train de l'appeler dans la rue. Par exemple, je marche, j'entends un bruit, je me dis c'est quelqu'un qui m'appelle. J'ai l'impression d'entendre Serge. Puis je me retourne, mais en fait non. C'est quelqu'un qui est en train de dire ramène la chaise, par exemple, des choses comme ça. Ou attache la chèvre. À distance, ça peut donner l'impression qu'on entend Serge, puisque c'est à peu près les mêmes sons. C'est à peu près les mêmes sons. Et donc, ça nous arrive donc d'entendre parfois le bruit d'une cigale et de le confondre à un autre oiseau. Ça arrive qu'à distance, on écoute un chanteur, il s'agit peut-être de Trey Songz, et qu'on pense que c'est R. Kelly jusqu'au moment où on porte attention. Et Descartes dit simplement que, étant donné que nos sens peuvent nous jouer nos sales tours, nous ne pouvons pas définir notre existence par rapport à nos sens. C'est-à-dire que je ne peux pas dire que je suis parce que je me touche. Vu que le toucher peut me jouer un sale tour. D'ailleurs, il peut arriver. Vous savez, vous ne pouvez pas mesurer la température d'un corps avec vos mains. Je vous l'ai déjà expliqué, c'est un phénomène thermique. Par exemple, vous ne pouvez avoir une température. Vous ne pouvez avoir un ordre de grandeur de température avec votre main que si vous avez en face de vous un matériel hautement effusif. Le paramètre qui entre en compte, c'est l'effusivité. Quand vous mettez deux surfaces en contact, l'équilibre des deux se traduit par l'effusivité. En physique, la formule, c'est racine de lambda rho Cp. Lambda, la conductivité thermique, rho, la masse volumique, et Cp, la capacité thermique du corps. Donc, lorsque nous mettons deux corps en contact, la température d'équilibre dépend de l'effusivité. Eh bien, si vous utilisez votre doigt pour essayer de jauger la température du bois, il est possible que vous vous trompez. Parce qu'étant donné que si le bois il est par exemple à 50 degrés, et que votre corps est à 37 degrés, étant donné que le bois a à peu près la même effusivité que l'homme, c'est du même ordre, eh bien vous risquez de mesurer une température de l'ordre de 42 degrés alors que le bois il est à 55. Donc, les sens peuvent jouer les sales tours. En revanche, évidemment, l'acier, le verre, c'est des matériaux hautement effusifs. Et donc, clairement, quand vous touchez le verre, s'il a 90 degrés, vous ressentez une température beaucoup plus proche de 90 degrés qu'une température proche de 37 degrés. Et de même que si vous touchez un matériau qui est très faiblement effusif, même s'il fait 100 degrés, vous risquez de ressentir une température qui est beaucoup plus proche des 37 degrés que des 100 degrés. Donc vous n'allez pas ressentir la brûlure, étant entendu que statistiquement, il est couramment admis que la brûlure se fait ressentir au-delà de 50 degrés. C'est quand on est au-delà de 50 degrés qu'on ressent. C'est quand la peau ressent 50 degrés qu'on ressent la brûlure. Mais vous savez encore que ça dépend des gens. Il y a des personnes qui ont une capacité de résistance vis-à-vis de la douleur. Mais tout ceci pour dire quoi?
pour dire que nos sens nous jouent des sales tours. Et que si j'utilise ma main pour mesurer la température d'un corps et que cette main est capable de me tromper, ça veut dire que utiliser ma main pour me définir est une erreur. Et Descartes dit on ne doit pas faire confiance à nos sens à ce moment-là. On doit douter de nos sens. Et c'est donc là le doute. Pas douter parce qu'il faut simplement douter, c'est un doute méthodique. C'est un doute qui permet au terme d'accéder à la vérité. Et Descartes considère quelque chose comme vrai lorsque cette chose aura résisté à toutes les preuves du doute. Par exemple, il faut douter de l'existence de quelque chose. Et c'est si cette chose, l'existence de cette chose résiste au doute même, qu'on peut conclure que cette chose existe. Et comment Descartes définit son existence? Il dit, eh bien, si par définition tout est doutable, tout est sujet au doute, il y a une chose et une seule qui résiste à l'épreuve du doute. Ben, c'est le doute lui-même. Et ce doute, il n'est dû qu'au fait que nous avons une conscience. Et si nous avons une conscience, c'est le fait que nous sommes en état de penser. Et pour pouvoir penser, ben, il faut exister. Et c'est de là qu'il arrive à la fameuse phrase « je pense, donc je suis ». C'est-à-dire en fait que Descartes ne définit son existence que par sa capacité à penser. Or, c'est là, factuellement, que Spinoza n'est pas d'accord avec lui, puisque Spinoza dit, attention, on a toujours tendance à penser qu'il y a une antériorité entre la pensée et l'action. Eh bien, Spinoza dit que l'ordre et la connexion des idées est équivalent à l'ordre et la connexion des choses. C'est-à-dire que quand je dis une équivalence, attention, ce n'est pas une implication, hein, parce que Descartes, il voit une implication, à savoir, c'est parce que nos idées sont bien agencées que nos actes suivent. Et c'est toujours dans ce sens. Il faut d'abord l'idée, donc la pensée, avant l'action. Et Spinoza dit c'est faux. Je suis pas Spinoza dit non. Il dit en fait qu'il y a une équivalence. Que si nous pensons comme nous pensons, c'est parce qu'il y a des choses qui sont connectées comme nous pensons. Et pour comprendre cela, il faut prendre des exemples simples. En fait, Spinoza dit simplement que nous avons souvent tendance à ne nous soucier que des effets immédiats de nos actes, des conséquences immédiates de nos actes. Et c'est pour ça que nous, quand on recherche la conséquence de notre comportement, la cause de nos actions actuelles, on ne va pas souvent loin chercher. Et c'est parce qu'on ne va pas souvent loin chercher que nous pensons que nous sommes maîtres de ce que nous avons fait. Et parce que nous pensons que nous sommes maîtres de ce que nous avons fait, on pense que nous avons un libre arbitre. Et que c'est faux. Qu'en réalité, c'est juste parce que nous avons une information partielle. Si vous prenez l'exemple d'un domino, si vous balancez une série de dominos qui partirait de là où je suis jusqu'à la chaîne montagneuse qui est loin là-bas, j'ai envie de dire comme ça à la louche, j'estime la distance à environ 20 km. Une petite vingtaine de kilomètres, allez, 15 km on va dire. On va se mettre entre les deux, entre 10 et 15. La chaîne montagneuse, le sommet que je vois plus loin, je l'estime à peu près une petite quinzaine de kilomètres de moi. Eh bien, si je positionne un domino, un jeu de domino d'ici jusque-là, donc de 15 km, si je pousse le premier domino ici, on est d'accord que la chute du dernier domino est entièrement déterminée par la chute du premier. Mais vous savez, le dernier domino, s'il avait une conscience, qu'est-ce qu'il se dirait, le dernier domino? Eh bien, s'il était en mesure de réfléchir, il penserait que sa chute n'est due qu'au domino qui le précède. Mais il n'irait pas plus loin que ça. Et en réalité, Spinoza dit que c'est comme ça que nous sommes. C'est-à-dire que le fait que je sois assis là pour prendre mon téléphone et faire un direct avec vous, j'ai la pleine... Je pense que je suis maître de mon choix de l'avoir fait. Parce que j'ai pris mon téléphone et je suis venu. Mais Spinoza, il pense que si j'ai pris mon téléphone pour venir, c'est qu'il y a une action encore plus lointaine qui m'a poussé à le faire. Et qu'il y a une cause qui fait que, qu'il y a une cause tellement lointaine qui fait qu'il était inéluctable que je prenne mon téléphone. Que la compréhension du monde passe d'abord par la compréhension de ce qui est et l'acceptation que ce qui est ne peut être que ce qui est. C'est une vision déterministe des choses. Mais pas déterministe au sens destiné de la religion, déterministe au sens de la causalité, au sens que chaque événement a une cause et chaque événement est la cause d'un événement suivant.
Chaque événement est la conséquence d'une cause et est la cause d'un événement suivant. C'est une série qui se poursuit jusqu'à l'infini. Et évidemment, nous les êtres humains, nous ne pouvons pas parfois remonter jusqu'à la cause. Je vous ai dit, je suis entièrement aujourd'hui déterminé par le fait que j'ai redoublé la 5e. Si je n'avais pas redoublé la 5e, il y a fort à parier que j'aurais pris une trajectoire totalement différente. Le fait que j'ai redoublé la 5e m'a conduit à être où je suis. C'est un déterminisme parce que Spinoza pense que la matière est soumise aux lois de la matière, aux lois physiques. Le principe de causalité. Les planètes se déplacent mues par la gravité. C'est la gravité qui fait déplacer les planètes et autour des planètes. C'est la gravité qui fait déplacer les astéroïdes interstellaires. C'est la gravité qui dicte. C'est-à-dire que, par exemple, la Lune, si à un moment donné, la gravité disparaissait, eh bien, la ligne continuerait. J'arrive. Si la gravité disparaissait, eh bien, la Lune continuerait en ligne droite jusqu'au moment, à partir de l'instant où elle a été arrêtée, jusqu'au moment où elle va croiser une autre planète, jusqu'au moment où elle va rentrer dans la sphère d'influence d'une autre planète. Donc, j'ai envie de dire, si la gravité terrestre disparaissait, venait à disparaître, bien la Lune sera soumise désormais qu'à quoi? Puisqu'il faut savoir que dans le système solaire, c'est une question d'influence, c'est une histoire de sphère d'influence. Quand vous êtes bien plus proche d'un astre que d'autres, vous subissez plus les actions de cet astre-là qu'un autre. Par exemple, la Terre est soumise à l'action du Soleil. La Lune qui se déplace autour de la Terre est soumise à une action de la Terre plus importante que l'action de la Lune, de la Terre sur la Lune, du Soleil sur la Lune. Et donc, si on fait disparaître la gravité de la Terre, la Lune va continuer en ligne droite. Il est possible d'ailleurs qu'elle fonce tout droit dans le Soleil. Ça dépend de l'angle qu'elle avait au moment où la gravité a disparu. Ou il est possible qu'elle rentre en orbite autour d'une autre planète, c'est-à-dire qu'elle poursuit en ligne droite. Et donc, elle sera désormais dirigée par le Soleil, jusqu'à ce qu'elle rentre dans la sphère d'influence d'une autre planète. Et donc, éventuellement, en fonction de l'angle d'approche, se retrouve piégée en orbite autour de cette planète. Voilà. Mais, donc, la matière est déterministe. Elle est entièrement déterminée par des actions extérieures. C'est le fameux somme des forces extérieures égale la masse par l'accélération, puisque l'accélération, c'est celle qui définit le mouvement. Et les forces extérieures, c'est celles qui déterminent le mouvement. Et donc, la matière est entièrement déterminée. Nous ne sommes qu'une partie de la matière, puisque nous disons tous que nous sommes poussière et qu'on va retourner poussière. Donc nous sommes la matière, et en ce sens, nous n'échappons pas aux lois de la causalité, à savoir que nous sommes aussi entièrement régis par des règles de causalité auxquelles on n'y peut rien. Il y a une cause à ce que nous sommes aujourd'hui et une conséquence à ce que nous faisons aujourd'hui, tout simplement. Et quand on a compris le monde de cette façon-là, eh bien, on se sent beaucoup plus libre. C'est pour ça que j'ai toujours l'habitude de dire je suis libre. Oui, et sommet Joanne, je viens d'expliquer en fait la notion de libre arbitre de Descartes qui s'oppose au monisme spinozien. Je viens de l'expliquer. Je t'inviterai simplement à revoir le direct quand je l'aurai fini, parce que ma femme vient d'arriver là, ils sont en train de débarrasser la voiture. Et elle est en train de m'appeler, donc je ne peux pas redévelopper ça. Donc je disais tantôt en fait que il y a Descartes essayer de nous expliquer, de nous démontrer que Dieu existe au sens biblique du terme. Et Spinoza essaie de nous expliquer Dieu d'une autre façon, autrement, qu'il le voit, qu'il l'observe. Et c'est à peu près ça la pensée de Spinoza. C'est la raison pour laquelle Spinoza, c'était quand même un homme couillu pour son époque, parce que pour faire ce qu'il a fait là, en fait, Spinoza, c'est un Serge Anango, en fait. C'est-à-dire que Serge Anango, c'est quand même l'homme qui a, pour la première fois, dû s'attaquer à un dogme. Le dogme qui voulait que le Bamileke soit l'une des personnes les plus intelligentes du Cameroun. Que l'ethnie Bamileke, c'est l'ethnie la plus intelligente. Eh bien, mes chers amis, j'aurai l'occasion de définir avec vous, comme je l'ai dit depuis, dans de bonnes conditions, la notion d'intelligence. Parce que le Bamileke n'est pas du tout intelligent. L'intelligence, c'est d'être capable de comprendre le monde tel qu'il est.
C'est ce que je ne cesse de vous dire. Parce que vous savez, quand je dis beaucoup de choses sur les Bamileke, vous pensez que j'insulte les Bamileke par pubat. Mais en fait, c'est mes connaissances en philosophie qui m'ont amené à cette conclusion. C'est mes connaissances en philosophie qui m'ont amené à cette conclusion. Savoir faire le distinguo entre ce qui relève de la culture, ce qui relève d'être un bon élève et ce qui relève de l'intelligence. Les Bamileke sont des bons élèves. Ça, il n'y a rien à dire. Ils sont des très bons élèves. En ce sens qu'ils savent restituer à l'enseignant ce qu'ils ont appris. Donc, ils sont des très bons élèves. Si vous voulez dire que les Bamileke sont les meilleurs élèves au Cameroun, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Parce que c'est par définition ceux qui sont le moins perturbés par tous les bonheurs de la vie. Le Bamileke, il ne sait pas profiter du plaisir de la vie. Il est coincé de par ses croyances, ses traditions, ses us et coutumes. Il est restreint. Et donc, l'école apparaît pour lui comme une sorte d'échappatoire. Ce qui n'est pas le cas d'un Ekan, d'un Bassar, d'un Aoussa ou d'une autre ethnie. Et en ce sens, évidemment que le Bamileke est le meilleur élève parce que c'est celui qui consacre le plus de son temps aux études. C'est-à-dire que si on passe une échelle de 0 à 100, là où le Bamileke va consacrer 70% de son temps à ses études pour aboutir au résultat qui est le sien, eh bien les camps, lui et le Bassar, ils vont consacrer 40% de leur temps aux études. Ce qui fait naturellement que la loi de la nature, elle est immuable. Hein. C'est celui qui fournit le plus d'efforts qui est le plus récompensé. C'est naturel, c'est normal. Donc il n'y a rien à dire. Que les Bamileke soient les premiers en classe, ça ne m'émeut pas. Je ne me suis jamais cru intelligent parce que j'étais premier de la classe. Non, 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 j'ai toujours été premier de la classe hein, d'ailleurs. Donc je n'échappe pas à cette règle qui veut que les Bamileke soient les premiers de la classe. Mais je ne me suis pas non plus privé des plaisirs de la vie. D'ailleurs, j'ai redoublé la 5e à cause d'une fille. Et en terminale, je me souviens que jusqu'à la veille de mon bac, mon papa était en train de faire une patrouille dans un quartier. Il m'a attrapé avec une gare. Bon, il faisait une patrouille, on va dire, il faisait une patrouille parce qu'il était avec une gare lui-même aussi. Hein, donc il était avec une gare. Et il m'a attrapé avec une gare à 22 h, à près de 4 km de chez moi, la veille du bac. C'est dire. Donc c'est pour vous dire en fait que, contrairement aux Bamileke qui atteignaient leurs résultats en se privant de beaucoup de choses, bah, moi j'ai beaucoup appliqué la maxime de Socrate, qui est celle du connais-toi toi-même. Si on est capable de vous faire du mal en racontant des bêtises sur votre compte, c'est bien parce que vous ne vous connaissez pas. Quand vous vous connaissez vous-même, et c'est fou, elle était tcham en plus, c'est con, hein. J'ai oublié la 5e à cause d'une tcham brune comme tout. Bah bref. Elle était tcham, putain j'ai honte. Non, je n'ai pas à avoir honte puisque ça fait partie de ma vie. Donc je disais que donc voilà, donc je disais tantôt que la différence fondamentale qu'il y a entre un élève tcham et un élève Bassar, un élève Sokoudjou. C'est quoi le village de Sokoudjou? J'ai cru comprendre que c'est le même village que Kerti-le-Bamit. Eh bien, la différence qu'il y a entre Kerti-le-Bamit et Ahmed Kamer, c'est qu'Ahmed Kamer allait à l'école, il apprenait ce qu'il avait à apprendre, juste ce qu'il faut pour avoir la moyenne, et donc il donnait 40% de son temps. Et entre-temps, à côté, il apprenait à piner. Il apprenait à piner à côté. Donc il a commencé à piner, allez, très tôt. Pendant que Kerti-le-Bamit, lui, consacrait 75% de son temps à l'école. Ahmed Kamer consacrait, lui, 40%. Et donc, il réservait 35% au loisir de la vie, à vouloir se définir lui-même en tant qu'être humain. Et c'est ce qui explique, d'ailleurs, que Kerti-le-Bamit, qui a sans doute été plus à l'école qu'Ahmed Kamer, n'ait rien compris à la vie quand Ahmed Kamer a tout compris. Et c'est justement ça l'intelligence. C'est-à-dire que, est-ce qu'Ahmed Kamer est un intellectuel? Évidemment, non. Il n'est pas un intellectuel. Est-ce qu'Ahmed Kamer est une personne intelligente? Assurément, oui.
c'est quelqu'un qui est intelligent parce que c'est quelqu'un qui s'est construit au travers d'une réflexion, une méthode pour aboutir à un résultat. C'est ça qui est très important. Et comme je disais tantôt, si je reprends, comme je vous disais il y a quelques jours, il y a de cela quelques jours, je vous expliquais qu'Ahmed Khmer, quand il dit Covid-53, et vous vous moquez de lui, vous rigolez, mais il faut savoir quand même qu'Ahmed Khmer, sans avoir tourné de films porno, il est arrivé où il est grâce à la force quand même de sa bite, quoi. Pas forcément à la force de son cerveau. C'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir résoudre des équations comme moi et s'en sortir, eh bien, il a utilisé sa bite pour ouvrir des portes. Il a utilisé sa bite comme une clé, hein, et la nana comme une serrure dans laquelle il insérait sa bite pour ouvrir une série de portes. Et donc, lorsqu'il a ouvert ces portes, ça lui a naturellement donné accès à une série d'opportunités qu'un animal, par exemple, comme Kerti le Bamite, ne pourrait pas avoir accès. C'est-à-dire que là où les gens, quand ils faisaient l'école avec Ahmed Khmer, ils pensaient qu'Ahmed Khmer était quelqu'un qui allait rater sa vie parce que pendant qu'ils étaient en train de bosse, Ahmed Khmer lui goépinait les petites filles. Au départ, il se loupait, donc il jouait à 2 secondes vite fait. Les nanas lui disaient « Ah, quitte là ». Il s'est perfectionné, il a travaillé. Et effectivement, voilà quelque chose qui leur a ouvert une porte. Parce qu'il faut savoir, parce que j'aime bien raconter l'histoire d'Ahmed Khmer, elle est riche d'enseignements. Il faut savoir qu'Ahmed Khmer, à la base, sortait plutôt avec une fille qu'une autre. Et cette fille, en vantant les performances d'Ahmed Khmer auprès d'une femme qui est avocate, c'est la curiosité de goûter au Covid-53 qui pousse cette femme-là à aller vers Ahmed Khmer. Donc vous voyez qu'Ahmed Khmer n'a pas eu accès à cette femme-là directement. Il a eu accès à une femme, je ne sais pas si c'était une subalterne, je ne sais pas si c'était une subalterne Ahmed Khmer, toi qui es dans ce direct. Je ne sais pas si c'était une subalterne ou c'était une collaboratrice de l'avocate. Mais en réalité, dans une conversation comme ça entre filles, bah, il est apparu un témoignage qui disait qu'Ahmed Khmer était un homme d'une sacrée performance. Et cette nana qui n'était pas spécialement avantagée physiquement, connaissant la situation financière, administrative, désavantagée d'Ahmed Khmer, se dit, bah, en temps normal avec mon physique, je ne pourrais pas avoir un mec qui me fait grimper au rideau. Mais peut-être lui, comme il n'a rien à perdre, en espérant de moi, il pourrait le faire. Et c'est bien parce qu'Ahmed Khmer l'a secoué correctement sur la table de son bureau. Parce que je raconte l'histoire d'Ahmed Khmer à sa place, parce qu'il faut savoir pourquoi j'aime bien prendre des exemples. C'est riche d'enseignements, ces choses-là. Quand on sait déjà l'histoire, quand vous écoutez, il ne faut pas être dans le jugement. Il faut être dans l'élévation. Il faut s'élever. Il faut s'élever, en fait. Et donc, c'est parce qu'Ahmed Khmer a secoué correctement dans son bureau que cette femme a tout fait pour garder Ahmed Khmer et a donc amélioré la situation administrative d'Ahmed Khmer. C'est pour ça que je vous expliquais récemment que lorsque Ahmed Khmer a été rapatrié, on est allé le chercher au Cameroun. On est allé le chercher au Cameroun. Et ce n'est pas parce qu'il a été très intelligent. C'est la force du Covid-53, pour rejoindre l'expression d'Edouard Silla Hélène. C'est la force du Covid-53. Pour dire en fait que pendant que Kerti le Bamite pensait qu'il avait plus accès à la réussite en étant assidu à l'école, Ahmed Khmer a fait un ensemble de choses. Il a mélangé beaucoup de choses. Il a été polyvalent. Il a appris un peu de l'école, un peu des mathématiques nécessaires, suffisants pour pouvoir compter ses sous et mesurer les terrains pour ne pas se faire enfumer par les Bamileke. Et Dieu sait, c'est des escrocs en la matière. La vidéo d'Aïssi le Duc le témoigne encore. Donc, il a fait cela. Il a appris assez pour compter son argent et mesurer les terrains pour ne pas se faire avoir. Il a appris suffisamment pour pouvoir lire un texte juridique et comprendre s'il n'est pas en train de se faire embrouiller. C'était ce qu'il fallait. Et puis, il a aussi appris pour savoir garder une nana. Et donc, oui, en ce sens, si on devait demander qui est plus intelligent de l'autre entre Ahmed Khmer, pourtant Berthier Camille clame avoir été inscrit à l'université, je ne sais pas si Ahmed Khmer a fait l'université, mais si on devait dire lequel des deux est intelligent, évidemment, Ahmed Khmer, c'est quelqu'un de très intelligent. Il n'est pas intellectuel parce qu'il y a toujours cette confusion. L'intelligence, un boxeur peut être très intelligent, même s'il ne sait pas écrire. Des athlètes sont parfois très intelligents sans savoir écrire, dans la capacité qu'ils ont à maîtriser leur énergie, à aller dépenser au bon moment pour supplanter leurs adversaires. Par exemple, un footballeur qui s'assoit devant la télé pour étudier les stratégies, par exemple, Lilian Thuram. Est-ce que c'est un intellectuel? Non. Mais c'est quelqu'un de très intelligent comme défenseur. Vous n'allez pas demander à Lilian Thuram de vous faire une dissertation, il ne saura pas faire.
Mais c'est quelqu'un qui avait été capable de s'asseoir devant sa télé, regarder tous les gestes de Ronaldo, l'ancien Ronaldo, pas le nouveau Ronaldo, et d'empêcher Ronaldo de s'exprimer lors de la Coupe du Monde de 98. Oui, Lilian Thuram est une personne dotée d'une intelligence. Est-ce que Lionel Messi est quelqu'un d'intelligent? Oui, parce que c'est quelqu'un qui arrive à étudier le mouvement de ses adversaires et savoir les planter au bon moment. Ronaldinho est très intelligent. Samuel Eto'o est quelqu'un de très intelligent parce qu'il arrive à avoir une certaine polyvalence, à avoir une casquette de défenseur pour prendre à contre-pied l'attaquant en face et avoir une casquette d'attaquant pour prendre à contre-pied le défenseur en face. Et Samuel Eto'o, c'est quelqu'un de très intelligent footballistiquement. Sur le plan du foot, bien sûr. Sur le plan de la vie, ça reste une autre chose. Ça reste à dire. Mais sur le plan du football, c'est quelqu'un de très intelligent. Il est bien plus intelligent que Kerti Lebamit. Il est bien plus intelligent que Maurice Kamto. Samuel Eto'o est bien plus intelligent que Maurice Kamto. Parce que Samuel Eto'o savait étudier toutes les stratégies de son adversaire de façon à les supplanter. Ce que Kamto n'a pas su faire en matière de résistance. Et donc, Samuel Eto'o est bien plus intelligent que Maurice Kamto. Maurice Kamto est un intellectuel, puisque c'est un homme cultivé, c'est un homme de culture. Il a beaucoup appris. Il s'est restitué ce qu'il a appris. Mais il n'est pas intelligent, en ce sens qu'il n'est pas capable de construire une stratégie qui le mène à un résultat, une stratégie viable. Ahmed Ahmed s'est construit une stratégie viable qui le mène à son bonheur, à son épanouissement. Ce que Bertil Locamit est incapable de faire. Bertil Locamit n'est pas capable de construire une stratégie qui le conduit à un bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça la différence. Et c'est parce que je suis capable de faire ça que je me définis comme intelligent, que je définis un mec quand même comme intelligent. Oui, lui comme moi sommes intelligents. Moi, je associe plus que je suis un intellectuel et pas lui. Mais intellectuel, est-ce que ça rajoute quelque chose? Niamsi, Cameroun, Franklin, c'est un intellectuel. Vous pensez qu'il est plus intelligent qu'Ahmed Kamer? Je ne crois pas. Vous pensez qu'il est plus épanoui qu'Ahmed Kamer? Évidemment non, parce qu'il n'est pas intelligent. Donc, c'est pour ça que les exemples sont parfois bien plus parlants qu'une théorie qu'on peut développer pendant des siècles et des siècles et des siècles. Hein. Les exemples sont bien plus parlants. C'est-à-dire que ce que je vous dis, par exemple, sur Ahmed Kamer, j'espère que ça va vous modifier la vision que vous pouvez avoir de votre prochain. C'est-à-dire, ne pensez pas que parce que vous avez 15 ou 20 à l'école, vous êtes quand même, vous êtes plus enclin à réussir que votre voisin. C'est faux et c'est archi faux. Ce n'est pas parce que j'avais de très bonnes notes à l'école que j'en suis où je suis. Ce n'est pas ce qui a fait la différence. Ce qui a fait la différence, c'est justement la même chose qu'Ahmed Kamer, cette capacité à forcer les portes qui sont d'office fermées, cette capacité à essayer d'être où il y a les opportunités et ne pas être où il n'y en a aucun pour se plaindre qu'il n'y en ait pas. C'est beaucoup ce que font les Bamileke. Ils sont où ils cherchent quelque chose où ils ne peuvent pas trouver et où ils peuvent trouver, ils ne cherchent pas. Tenez, par exemple, quand ils disent que ma femme est grosse, quand je prends les photos de ma femme, je mets, ils disent, bah ouais, mais tu mets les anciennes photos. C'est les mêmes qui, il y a quelques jours, disaient que j'ai épousé une grosse pour avoir les papiers. Donc, du coup, vous admettez donc que ma femme, à une époque de sa vie, n'a pas été grosse. Et qu'à une époque de sa vie, c'était une très belle femme que j'ai eu la chance de pouvoir séduire. Mais non. Ils vous disent, votre femme est grosse. Tu as épousé une grosse pour avoir les papiers. Tu as épousé une vieille blanche pour avoir les papiers. Et puis, quand vous mettez dans la vieille blanche en question, parce que le propre des Bamileke, c'est de parler d'une chose sans maîtriser cette chose. Et encore une fois, je vous ai dit, lorsque vous parlez de quelque chose sans la caractériser, eh bien, vous n'êtes pas libre. Vous êtes esclave. Vous êtes esclave de vous-même. Vous êtes esclave à partir du moment où vous n'êtes pas capable de caractériser les choses. À partir du moment où vous n'êtes pas capable d'accepter que ce qui est l'est de façon indépendante de ma volonté. Ce n'est pas ma volonté. Par exemple, ma volonté ne peut pas déplacer la chaîne montagneuse qui est en face de moi. Ça ne pourra pas déplacer. Tiens, vous voyez le transformateur qui est là. Il bloque un peu la vue. Hein. Il a été construit. La maison dans laquelle je me trouve actuellement, il a été construit. Là, et ça bloque un peu la vue, parce que là, il y a une très belle vue d'une chaîne montagneuse. C'est pour ça que je suis venu m'asseoir ici, pour savourer ce paysage. Et je peux vous dire que c'est apaisant. C'est d'ailleurs peut-être pour ça que je suis en mode philosophie et beaucoup en mode moins énervé. Parce que quand on est au bureau, entre tous ces chiffres et tous ces calculs, on n'est pas forcément au meilleur de notre forme. Je peux vous garantir que faire un direct comme ça dans la nature, en appréciant les Alpes, c'est une chance que je ne pensais jamais pouvoir avoir dans ma vie. Et en ce sens, je me considère comme un parvenu. Ah oui, je suis un parvenu. Je suis un parvenu.
parce que j'arrive à vivre des choses que je ne pouvais pas imaginer. Moi, j'ai grandi à la Carrière, où quand je m'asseyais devant ma porte, je voyais des vieilles maisons en terre battue et je voyais le toit de mon voisin avec des chaussures et des cailloux dessus. Des boîtes, probablement lancées par des enfants, parce que comme on n'avait pas de jeu, on jouait à lancer des trucs sur la toiture. Donc, le toit était toujours rempli des choses. La vue que j'avais quand j'étais assis à ma véranda, on va dire une terrasse, hein, parce qu'une véranda, en réalité, ce n'est pas exactement ce qu'on appelle véranda chez nous. Une véranda, c'est autre chose. C'est une extension de la maison, une véranda. Mais quand je m'assieds à la véranda, ce que je pouvais apprécier, c'était la saleté qu'il y avait sur le toit de mon voisin. C'était tout ce que j'avais le droit d'apprécier. Et quand on est dans ces quartiers-là, on finit par se penser déterminé au sens de la destinée, pas au sens de la causalité. Parce que la destinée, pour moi, c'est polluant. Je n'aime pas réfléchir au déterminisme au sens... C'est un peu comme dit, tout était écrit d'avance, hein, que Dieu avait écrit ton destin, c'était écrit que tu allais mourir tel jour, c'est pour ça que tu es mort. Ça, c'est la destinée, ça, c'est le déterminisme au sens de la destinée, au sens de la religion. Mais moi, je dois quand même me sentir heureux de pouvoir quand même vivre dans un environnement où je peux m'offrir les moyens de savourer ça. Pour moi, je considère que c'est une chance. Et oui, et si parfois affirmer la chance qu'on a, parce qu'on a récolté le fruit de son travail, si c'est être parvenu, évidemment, je suis un parvenu. Je le réclame, je le revendique. D'ailleurs, le terme parvenu, c'est un terme d'ailleurs qu'on ne peut jamais, même dans les pires des rêves qui puissent exister, adresser à Bertie Le Camite. On ne dira jamais qu'il est un parvenu. Par exemple, Prince Aimé, l'aveugle, complètement en décrépitude, actuellement, qui souffre, qui n'a pas d'argent, il aurait la même gueule que moi, que personne ne le traiterait de parvenu, parce qu'il n'y a aucune trace de réussite dans son parcours. Eh bien, on ne traite des gens de parvenus que parce qu'ils ont un succès qu'on voudrait leur voir caché. Pourquoi Ahmed Ahmed est traité de parvenu? Vous voyez, par exemple, Ahmed Ahmed, moi, c'est deux profils très intéressants. C'est deux profils qui s'opposent de par le parcours, mais qui aboutissent à la même conclusion. C'est-à-dire que on peut passer par une série de chemins tortueux, sinueux. Quand je dis aboutir à la même conclusion, c'est-à-dire à la tranquillité d'esprit, à l'acceptation de soi et à l'établissement d'une corrélation entre nous et la responsabilité envers notre bonheur. On est passé par des chemins totalement différents pour y arriver. Mais on arrive à la même conclusion. C'est pour ça que oui, aussi bizarre, contrairement aux apparences, quelqu'un qui ne juge que les apparences dirait, ben non, certes, tu n'as rien à voir avec un mec, un, il est bassa, tu es tian, bon, lui, il est très noir, et toi, tu es clair de peau, lui, il n'a pas beaucoup school, toi, tu as school, voilà. Lui, il fume le cigare, tu ne fumes pas le cigare. Bon, bref. Tous ces éléments-là, c'est que du superflu. La réalité de la ressemblance qu'il y a entre les deux profils, c'est exactement ce que j'essaie de vous expliquer. Elle est philosophique. La ressemblance est d'ordre philosophique. Aussi bizarre que vous puissiez le penser, elle est philosophique, la ressemblance. C'est la raison pour laquelle j'aime bien prendre ces deux profils-là qui s'opposent par nature, mais qui en réalité est bien plus commun que ce que vous pouvez imaginer. Donc, c'est... Je me sers un verre, s'il vous plaît. Parce qu'on dit souvent, dans le jargon, trop parler donne soif. Donc oui, on ne peut que traiter de parvenu une personne Alors, je pense que la réussite, ce n'est pas simplement d'avoir les métis. Mais si c'est ton critère, oui, il a des métis aussi à Mère. Il a aussi des enfants métis. Mais je ne pense pas que j'ai choisi ma femme parce qu'elle était blanche. Parce qu'avant d'être avec elle, moi, je suis sorti avec plusieurs blanches qui ne m'étaient pas venues à l'idée d'épouser ou de vivre avec. J'étais avec une Camerounaise qui, sur le plan physique, en fait, une Camerounaise qui a très exactement 8 ans de moins que Magali, qui est née en 87, un truc dans le genre, qui était née en 87. Et c'est quand même bizarre. Cette Camerounaise était née le 13 avril. Et Magali est née le 12 avril. Donc, vous savez, j'ai quand même été toujours attiré par des béliers. Hein. J'ai toujours été attiré par des béliers. C'est quand même bizarre. Et donc, en fait, c'est rigolo parce que j'étais quasiment fiancé avec elle, quoi. Donc pour moi, je finissais les études en France et j'allais aux États-Unis. Donc c'était une histoire de papier et tout. Elle était américaine, elle pouvait me donner les papiers.
Non, je suis resté en France parce que je me suis senti bien à Magali. C'est Magali, en fait, qui me fait rester en France. Pour vous dire la vérité, mes études, j'étais entièrement déterminé. Je l'ai fini et je m'en vais aux États-Unis. Retrouver ma compagne, avec qui j'avais une relation bien sérieuse. Hein. Mais je me suis tellement senti bien avec elle que j'ai décidé de rester avec elle. C'était une jeune fille camerounaise, hein, un canon. Donc, un super canon. C'est clair que si on veut regarder sur uniquement les aspects physiques, il n'y a pas photo entre elle et Magali. Elle est canon. Magali serait même d'ailleurs d'accord sur la question. Mais comme je vous ai dit, quand il s'agit de passer sa vie, il faut choisir la personne qui va plus vous apporter que vous enlever. Et en ce sens, Magali m'a beaucoup plus apporté dans ma vie qu'elle ne m'en a enlevé. C'est la raison pour laquelle, même s'il m'était... C'est la raison pour laquelle... Bien que je sois celui qui gagne, bien que je gagne 3 fois son salaire, je ne lui dirai jamais que mon salaire c'est mon salaire et son salaire c'est le sien. Je considère que je peux gagner ce salaire-là parce qu'elle fait ce qu'elle peut. Regardez, par exemple, je suis en direct, elle est allée faire les courses, elle a débarrassé la voiture et les enfants alors que j'étais en direct. Et c'est ce qui se passe chaque fois que je suis en déplacement. Donc Magali a quasiment appris à vivre avec les enfants seule. Et c'est parce qu'elle a cette capacité-là à les manager que je peux aller travailler au loin et ramener plus d'argent. Là où si je restais sur Nantes, je ne pourrais pas. Donc, je rends hommage à ma femme ici. C'est vraiment grâce à elle que j'ai pu avoir tout ce que j'ai. Et je n'aurais pas eu tout ce que j'ai si je n'avais pas eu Magali. Voilà. Donc, c'est vraiment Magali qui me fait rester en France parce que sinon, je serais aux États-Unis. J'ai choisi de rester en France au grand désarroi de ma copine de l'époque qui m'en a toujours tenu rigueur, hein, qui n'a jamais pardonné ce fait-là, parce qu'on avait déjà des plans de vie. Vous savez, faire des études d'ingénieur en France, aller travailler aux États-Unis, c'est le Graal. Parce que vous arrivez dans un système où vous avez un salaire important sans la dette qui va avec. La plupart des ingénieurs américains commencent à travailler avec une dette moyenne de 40 000 $. Et pour certains, voire 100 000. Ça dépend. Et moi, j'allais arriver dans un système où en salaire d'entrée, je pouvais avoir 80 000 $ sans la moindre dette. C'est-à-dire que mon salaire serait entièrement dévoué à moi-même. Et ça, c'est clair que pour ma copine de l'époque, c'était un très gros intérêt. C'était un très grand intérêt, parce que j'ai d'autant plus que j'avais fait des stages aux États-Unis. J'avais fait un stage aux États-Unis, et donc j'étais déjà un peu rompu à la culture américaine, à l'ingénierie à l'américaine, donc pour moi, c'était une formalité. Bon, c'est vrai que ça n'allait pas se faire sans embûche. Hein. Je ne suis pas en train de dire que j'allais arriver aux États-Unis, j'allais trouver le boulot du jour au lendemain. Je pense que j'allais morfler un petit peu quelques mois. Mais c'était ça ma destinée. Donc si je suis encore en France aujourd'hui, c'est Magali qui me fait rester en France. Et oui, pour le coup, si par contre j'étais allé aux États-Unis, j'aurais dépendu d'une femme pour avoir les papiers. C'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire qu'en restant en France, j'avais une carte de séjour, j'avais juste à trouver un boulot et un changement de statut. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai changé de statut, puis j'ai eu la nationalité par décret, hein, pas par mariage, parce qu'on n'a pas la nationalité par mariage au bout d'1 an. Ça ne se fait pas. Donc la nationalité, elle est automatique par mariage au bout de 10 ans. Mais si vous voulez avoir la nationalité avant, c'est par décret. D'ailleurs, le fait que vous soyez marié ou non, ça n'a aucune importance parce que Platini n'est marié à aucune Française. Il était camerounais, sa fille est née, ils étaient camerounais tous les deux, lui et sa femme. Eva et Megan sont les deux seuls dans ma famille pour l'instant, en termes de descendance, qui ont la nationalité camerounaise. Parce qu'Eva est née camerounaise et donc elle a changé de nationalité parce que son père a changé la sienne. Megan est née, j'étais camerounais. Et donc Megan, par définition, est encore camerounaise. C'est les autres qui ne le sont plus. Les deux derniers ne sont plus. Le deuxième enfant de Platini n'est pas camerounaise. C'est-à-dire que Megan, au sens du code de la nationalité au Cameroun, Megan et Eva peuvent bien aller à l'ambassade du Cameroun réclamer leur passeport parce qu'ils sont nés, l'un de leurs parents, au moins, était camerounais. Donc voilà quoi. Donc c'est pour vous dire en fait que moi, je ne me suis pas marié avec Magali, mais si j'étais allé aux États-Unis pour travailler, j'aurais été obligé d'épouser ma compagne qui était là-bas pour espérer avoir une green card. Voilà, c'était la seule façon pour moi d'avoir les papiers si j'allais aux États-Unis. Ça aurait été la seule façon que je pouvais pour avoir les papiers. Donc, en fait, si j'avais fait le choix d'aller vivre aux États-Unis, c'est justement dans ce paradigme-là que j'aurais eu les papiers grâce à une femme. Mais encore une fois, il ne faut pas regarder ce qu'elle m'aurait apporté en tant que papier. Il faudrait regarder le salaire que j'aurais ramené à la maison. Et quand vous faites le ratio, vous comprenez que pour une blanche,
c'est beaucoup plus banco pour elle. C'est-à-dire que dans l'absolu, s'il fallait que Magali m'épouse pour que j'ai les papiers, je n'aurais eu aucun problème à le faire. Elle n'aurait eu aucun mal à le faire. On n'a jamais eu à en arriver là parce qu'elle m'a rencontré, j'étais étudiant. J'avais une situation régulière, situation qui a continué. Puisque quand vous êtes étudiant, vous trouvez un boulot en France, vous pouvez changer de statut. Et quand vous changez de statut, vous pouvez demander la nationalité si vous avez fait plus de 5 ans en France, ce qui était mon cas. J'ai obtenu la nationalité en 2010. Voilà, c'est simple. Moi, je suis arrivé en 2009, fin 2009, pardon. Je suis arrivé en 2004 et je devenais français fin 2009. Voilà, donc c'est... Non, quand je dis que Magali m'a apporté, ce n'est pas dans le sens administratif, elle ne m'a rien apporté de ce côté-là. Mais elle m'a apporté bien plus que ça, parce que si elle m'avait juste donné les papiers, elle ne m'avait pas apporté la stabilité que je peux avoir. Comme je vous dis, le bonheur, c'est la stabilité mentale. Moi, je peux aller travailler loin et être tranquille parce que je sais qu'elle tient à la maison. Je suis tranquille parce que je sais qu'avec Magali, les enfants vont avoir une éducation de qualité. Je sais qu'elle tient à la maison. C'était un capitaine, Magali. On l'appelle d'ailleurs souvent capitaine Magali parce qu'elle gère. Et c'est parce qu'elle gère que parfois elle peut dire, j'arrive, Serge, je viens, je dis j'arrive et je reste encore 30 minutes. Parce qu'elle gère. Et c'est parce qu'elle gère qu'elle m'a apporté beaucoup. Voilà. Donc, c'est pour vous dire en fait que la vie est parfois avec les paradoxes. Comme je dis, beaucoup disent que j'ai eu une blanche pour avoir les papiers, mais en fait non. La réalité, c'est que j'aurais pu avoir les papiers d'une Camerounaise, mais qui était déjà américaine. Donc c'est paradoxal, c'est souvent rigolo en fait. C'est paradoxal, c'est très amusant, ce genre de situation. Voilà, donc je tiens à vous remercier de votre attention. Je trouve en fait qu'on a des directs de qualité quand on est peu nombreux. C'est pour ça, c'est ce qui fait dire. Hein. D'ailleurs, quand une fois on avait demandé à Diogène, Diogène avait demandé qu'on lui ramène des hommes pour un truc, on a réuni quelques personnes pour lui présenter. Il a dit, j'ai demandé des hommes, pas des déchets. Donc Diogène, c'est quelqu'un qui passait son temps à chercher l'homme. Tout le travail du philosophe Diogène, qui est le père du cynisme, parce que cynisme, il y a C-I-N là-dedans, c'est le chien. Il avait quand même un penchant pour le chien, Diogène. C'était son meilleur ami. Et donc, il faisait beaucoup un ratio, une corrélation entre le chien et l'humain. Le comportement du chien, le comportement de l'être humain. C'est ce qui avait fait dire à Diogène qu'il est le chien qui mord ses amis dans le but de les aider, contrairement au chien ordinaire qui ne mord que les ennemis. Je trouve que cette phrase de Diogène me résume assez bien. Et si quelqu'un la médite, il comprendra qu'en tirant sur les Bamileke, je ne fais là que leur dire comment s'améliorer pour être une meilleure personne. Une bonne personne au sens d'Épithète. Épithète, qui est donc, comme je le dis, vous allez très souvent l'entendre, puisque c'est des personnes qui m'inspirent, hein, un ancien esclave reconverti en professeur et qui a fini directeur de plusieurs écoles de stoïcisme à l'époque. Épithète disait en fait, qu'est-ce qui t'arrive, Fulz? Je viens te voir, j'ai pas le droit. Tu as le droit. Il est tranquille avec son petit... Bon, on a pris quelque chose pour on a faire... des panachés et des tourtelles. On a pris quelque chose pour faire une bonne grillade, Fulz? Oui. Mon petit bébé. On a acheté de quoi faire un apéro. Star. Un gros câlin à ton papa. Pourquoi t'étais comme ça? Star. On peut monter à cet arbre-là. Viens par là, fais un coucou à ton papa. Mon petit cœur, un bisou comme ça. Un bisou. Encore. Oh. Et donc, je disais en fait qu'au sens... je ne sais même plus où j'en étais en plus. Je ne sais même plus où j'en étais. Mes enfants m'ont troublé, tiens. Qu'est-ce que je disais? Rappelez-moi où j'en étais avant que mes enfants ne me coupent. Qui peut faire reculer là? Je ne sais même plus ce que je disais. Je suis troublé par mes créatures. J'ai envie de pleurer, mes enfants. Je les aime. Voilà. Je ne sais même plus ce que je disais en fait. J'ai fini, j'ai oublié ce que je disais. Oui, je sais que je parlais d'Épithète, mais il y a tellement dit sur Épithète que je ne sais plus pourquoi je voulais évoquer Épithète, d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais...
oui, je disais que Diogène, Diogène cherchait l'homme. Il cherchait l'homme. Et en ce sens, je ne sais même plus pourquoi je parlais de Diogène déjà. Je ne sais même plus. Putain, mes gosses, là, ils m'ont troublé. Sean, viens faire un bisou à papa. Peut-être ça va me donne l'inspiration. Une fois cette fois. Merci. D'accord. Donc voilà. Je disais en fait que il faut méditer, hein, que Dieu, c'est en méditant sur les paroles de Diogène qu'on comprend mon attitude vis-à-vis des Bamileke. Moi, j'ai été très dur. Hein, quand vous voyez mes petits frères qui sont dans ce direct, si vous voulez parler de Maître Corbeau, j'étais très dur avec eux à une époque. J'étais hyper exigeant. C'est ce qui les a d'ailleurs poussés à se surpasser et à être ce qu'ils sont. Parce qu'ils avaient souvent peur de comment ils allaient venir m'annoncer un échec. Très souvent même, comme moi, je ne cours pas derrière les gens. Un échec comme ça, là, je le découvrais quand il avait déjà adopté les mesures correctives. C'est-à-dire que quand Maître Corbeau faisait face à un échec, il savait que s'il vient me parler de l'échec, ça va très mal se passer. Qu'est-ce qu'il faisait? Il réfléchissait à ce qui dépendait de lui et à ce qui ne dépend pas de lui. Qu'est-ce qui dépend de lui? D'avoir échoué? Non, il a échoué, c'est fini. Donc il ne peut rien y faire. Avant, qu'est-ce qui dépend de lui? C'est de trouver les moyens de contourner cet échec. Et Maître Corbeau ne venait me parler de son échec que lorsqu'il avait déjà corrigé, lorsqu'il avait déjà adopté les mesures correctives. Et je peux vous garantir que ça apaise. Ça apaise en fait. Ça apaise le fait de voir votre petit frère venir vous dire, bon, j'ai redoublé mon année, mais c'est parce que je ne me sentais pas bien là-bas. Donc moi, je me suis plutôt vu dans telle autre filière. Et voilà, j'ai déjà pris une inscription, j'ai payé, machin, bidule, blablabla. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu en prends acte, c'est tout. Tu vas faire quoi? S'il vient te dire j'ai échoué, tu vas devenir fou, tu vas rougir. Et ils étaient malins, C'est ce qu'on appelle la vision stoïcienne. C'est à chaque fois, toujours s'intéresser à être responsable de ses actes. C'est très important, le stoïcisme. Je vous invite tous à aller lire. Allez lire le manuel d'Épithète, les manuels d'Épithète ou les lettres de Marc Aurèle à Lucilius. J'aborderai la question aussi de l'épicurisme parce que je pense que nous, au Cameroun, l'une des choses aussi qui pose problème, ce n'est pas que l'absence de doctrine stoïcienne, c'est aussi le côté épicurien. Parce que beaucoup de gens pensent que boire et manger, c'est conforme à Épicure. Mais en fait, c'est l'inverse. Épicure dit en fait que le bonheur, c'est la satisfaction et modération d'un plaisir. C'est-à-dire que nous devons satisfaire nos désirs tout en maintenant le plaisir à l'état de plaisir. À partir du moment où vous satisfaites, vous assouvissez un désir, vous jouissez d'un plaisir vous jouissez à l'instant d'un plaisir qui le lendemain se transforme en douleur, eh bien Épicure dit vous ne pouvez plus être heureux. Par exemple, si je prends un petit verre, la clairette de Die, comme ce que je suis en train de boire là, eh bien, je le savoure. J'apprécie parce que c'est sucré, j'aime. Bon, si je m'arrête à 2 verres, tout va bien. Ça ne reste qu'un plaisir. Par contre, si je descends 10 bouteilles, le soir, je suis dans l'excès. Et Épicure dit qu'on ne peut trouver aucun plaisir dans l'excès. Parce que l'excès, ça ramène forcément la douleur, la souffrance. Or, le besoin naturel de l'homme, c'est de se rapprocher de ce qui lui fait plaisir. Mais à condition, parce que l'homme souvent se trompe en fait, entre ce qui relève du plaisir et ce qui relève de la souffrance. Il y a des choses qui en apparence relèvent du plaisir, mais qui en fait sont une grosse souffrance. Moi, ma famille a été frappée durement. Bah, il y a des gens qui mettent des têtes de mort, je me demande bien pourquoi ils mettent des têtes de mort. C'est rigolo en fait, c'est-à-dire c'est des personnes... Bref. Non, moi, je ne suis jamais sorti avec un élève. En fait, quand j'enseignais, j'évitais. Ça m'arrivait d'enseigner, je voyais des élèves venir avec des mini-jupes par déontologie. Hein. C'est vrai que je suis malhonnête, j'aime les femmes, mais j'ai quand même quelques principes auxquels je tiens fortement. Je ne suis jamais sorti avec une élève que j'enseignais. J'avais beaucoup d'amis qui ne se gênaient pas, à le faire. Mais non, moi, je ne suis jamais sorti parce que, effectivement, la façon dont j'avais d'expliquer les choses, le charisme qui allait avec, sans vouloir m'en vanter,
faisait que même les filles les plus insensibles finissaient par tomber sous le charme. J'avais une façon propre à moi d'expliquer la physique, qui n'était pas la même que la façon du professeur. Je leur donnais l'impression que c'était très simple. Là où on a l'habitude de mystifier les choses, j'essaie de les démystifier. Et donc oui, oui, peut-être que j'aurais été un bon prof, je ne sais pas. Donc je disais tantôt en fait que tant que... Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans le petit cabanon à la porte bleue au fond? Le garage. C'est le garage? Ouais. Donc il a 2 garages, le gars. C'est ça. Est-ce qu'on peut y aller? Bah non, pourquoi? Il a une grande maison, hein. Bien. Il a une grande maison, le gars. T'as trop... Je dis ça, mais en fait, c'est une fille. Donc, ouais, je vous disais qu'un autre jour, je vous parlerai d'Épicure. Et vous allez comprendre en quoi ces doctrines peuvent servir à sortir. voir s'il y a comme des On va arbres chercher là-bas. ma gibelle, on va Et, mettre de la musique. Et je pense que si un jour je devenais dirigeant du Cameroun, c'est-à-dire que le premier livre qui sera interdit, les livres qui seront interdits, c'est les livres sacrés. Parce qu'en fait, moi je regrette que le christianisme ait effacé le stoïcisme. C'est le christianisme qui a effacé. C'est les écoles de christianisme qui ont effacé les écoles stoïciennes en fait. C'est les écoles chrétiennes qui ont effacé les écoles stoïciennes. Et je le regrette parce que les Africains ont beaucoup copié de la religion alors qu'ils n'y comprennent rien. C'est parfois l'absence de stoïcisme qui fait que quelqu'un aille à l'église tous les jours, dise qu'il ne va pas forniquer parce que ils disent qu'il ne va pas forniquer parce que c'est interdit par la Bible, mais en attendant, il va sur le direct d'un mec à mère proférer des propos qui ne relèvent que de la jalousie, qui est clairement un vice. Là, vous dites, le mec, il aurait dû piner un max parce qu'il vient d'annuler tout son service qu'il a fait à l'église. Il vient d'annuler tous les bons points qu'il a engrangés en se privant d'un certain nombre de plaisirs, uniquement en déversant sa haine. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris la religion. Et c'est dommage. Moi, si je devenais un jour président du Cameroun, le premier livre que j'interdirais de toute de circulation, ce serait la Bible. La Bible et le Coran, on brûle tout. On transforme les mosquées en salles de réflexion, c'est-à-dire que les imams, s'ils veulent se sauver, ils doivent tous aller à l'école, se former, pour diffuser toutes les doctrines philosophiques qui prônent le bien-être. Voilà. Épicurienne, cynique, pardon. Le cynisme, voilà, c'est Diogène, quoi. C'est Diogène. Et donc, on aura l'occasion aussi de l'aborder, quoi. On aura aussi l'occasion d'aborder ça. C'est des choses, en fait. Vous allez voir, en fait, quand on va aborder tour à tour l'épicurisme, c'est-à-dire la doctrine de Marc Aurèle, de Sénèque et d'Épithète, et plus loin, Spinoza, vous allez retrouver beaucoup du Serge Anango dans ce qu'ils font. Quand on va aborder Épicure, vous comprendrez à travers Épicure, Serge Anango. Et si on aborde Diogène, vous allez également comprendre Serge Anango à travers Diogène. Vous allez comprendre en fait que je ne suis qu'un mix de tout ça. Et c'est la raison pour laquelle je suis un homme libre, je suis un homme fort, je suis un homme qui a la parfaite maîtrise de mon destin. Je vous remercie de votre attention. Si le volume a été bon, essayez de partager auprès de vous, auprès de vos amis qui sont jeunes, tous ceux qui vont passer le bac. Si vous avez des gens qui font le bac, transmettez-leur ceci, parce que ça leur donnera de la sagesse, puisque l'après-bac, ce qui m'a sauvé, ce n'est pas d'aller courir après les concours, préparer les concours à 2 balles, ce n'est pas ce qui m'a sauvé. C'est l'intelligence, la même, qui a sauvé Ahmed Kamer. Ceux qui envoient les têtes de mort, envoyez les cœurs pour montrer que vous n'êtes pas d'accord avec eux, que lorsque vous voulez apprendre, s'ils ne sont pas d'accord pour apprendre, ils n'ont qu'à ne pas rester dans ce direct. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Fin de journée, au revoir. Je vais aller au barbecue, je vais aller manger. Donc si ça... Je ne sais pas où est ton téléphone. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est ton téléphone. Fais pas ton air sérieux, donne-le-moi. Mais pourquoi tu lui donnes? Lève tes fesses. Voilà, bon, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous ton reste devant par terre si tu ne me dis pas où il est. Ah, trouvé. Oui, c'est ça, le syndrome de Diogène. Oui, c'est Diogène. Et alors, il y a deux... je pense de mémoire qu'il y a 2 Diogènes. Hein. Diogène dont je parle, c'est Diogène de Sinope, parce qu'il y a 2 Diogènes.
Il y a Diogène de Sinope et puis un autre, un peu moins connu. Mais je vous parle de Diogène de Sinope. Voilà. Et documentez-vous, hein, documentez-vous. Je vous donnerai lors d'un prochain direct que je ferai en préparant mes notes. Je vais préparer des notes parce que quand il faut faire la philosophie, il faut être sérieux. Moi, je suis sombré dans l'excès. On risque de sombrer dans l'excès. Si nous perdons le désir, on risque de sombrer dans l'excès. Donc, oui, la prochaine fois, je préparerai le direct en ayant fait mes notes. Je vais essayer de rédiger, de mettre ça en lumière sur un papier ou je m'écrirai un mail que je m'enverrai et puis je présenterai le direct avec. Et je vous suggérerai une série de livres que vous pouvez lire. Franchement, arrêtez de suivre les directs à la con et lisez les livres que je vais vous donner. Et revenez, on en discute. Essayons de créer une nouvelle école de la pensée. C'est l'ambition de SATV à la rentrée. Créer une nouvelle école de la pensée. Commençons dans cette école avec 16 personnes. On fera avec, mais l'ambition de SATV, c'est de créer une nouvelle école de la pensée. Il fallait d'abord détruire le mauvais grain. Le mauvais grain a été détruit, ça ne veut pas forcément dire que j'en parlerai pas. J'aime bien déconner, je vous ai dit, j'aime pas être sérieux tout le